Bonsoir, nous allons continuer avec notre endpoint register. Alors, nous avons eu à récupérer les données ici pour l'instant. On va essayer de valider toutes ces données. Donc, souvenez-vous, on avait présenté la petite librairie Validator. Donc, ici, on a dit Validator permettait, à l'aide de la méthode validate, d'avoir deux paramètres qui sont des dictionnaires, un request et un autre paramètre qui est une règle. Mais avant cela, il va falloir importer validator, validate de validator, donc from validator import validate. Donc, c'est ce validate là qui va nous permettre de valider nos données. Donc, pour le moment, on va importer ça en haut. Donc, juste après bcrypt, avant bcrypt, autant pour moi. Et là, on va revenir. Bref, vous voyez, on écrit tout notre code dans un seul fichier. Dans la partie 3, on va essayer de refactorer le code, de faire du refactoring. OK, maintenant, l'idée ici, c'est qu'on va faire user name. On va instancier une variable username check, c'est-à-dire une variable qui va nous renvoyer true ou false. Et sur le request, on aura un dictionnaire qui va prendre une clé username et la valeur à valider. Ici, ça sera username, c'est-à-dire la valeur qu'on a récupérée ici, username. Là, on a la règle, ça sera un dictionnaire également username avec pour valeur la règle. Donc, la règle sera required. Rappelez-vous que j'ai présenté dans la vidéo précédente où trouver toutes les règles de validation avec la librairie validate. OK, ici, il y a une subtilité à expliquer. Username n'a aucun rapport avec la clé qu'on a récupérée du JSON envoyé par l'utilisateur. Et j'avais bien expliqué que, je ne sais pas si je l'ai dit dans les vidéos précédentes, que request permet de récupérer du JSON, un formulaire ou bien des query parameters. Donc, on peut récupérer du JSON, un formulaire ou bien un query paramètre. Et là, on est en train de récupérer du JSON. Donc, les données que l'utilisateur va envoyer seront sous format JSON. Donc, ici, on peut choisir n'importe quelle clé, à condition juste que dans les règles, que ça soit la même clé. Là, ça veut tout simplement dire que pour la requête username qui a cette valeur, le username là doit être required. Donc, je vais dupliquer cette ligne. Et là, je veux dire check email, check pour valider l'email. Et là, on va dire mail. On va pas écrire email, juste pour vous montrer que ça marche. Donc, on écrit mail tout simplement. Et ce mail-là doit être non seulement required, mais il doit être un mail. Donc, on écrit mail. Il doit être mail. Et on va dupliquer. On va dire password check, password check. Et là, on va dire pass. Ce pass-là doit être non seulement requis, mais il doit être minimum 8 caractères. Donc, on ne va pas faire de la validation compliquée pour le mot de passe. On va s'atteler à valider juste le mot de passe avec 8 caractères uniquement. Donc, il peut rentrer le mot de passe qu'il veut, qu'il soit fort ou faible. OK. Ici, on va vérifier. Donc, l'idée ici, c'est que username check, email check et password check vont renvoyer soit true, soit false, selon que la règle est valide ou pas. Donc, on va commencer if username check égale à false. Dans ce cas-là, on va remplir notre tableau d'erreur parce que si le username renvoie false, ça veut dire que le required et le username n'est pas requis. Dans ce cas-là, on va faire le errors, le dictionnaire, on va utiliser la clé username. J'ai envie de désactiver
la bulle sur la souris là, mais je vais laisser. Bon, je l'ai un peu réduit. Et là, on a donc, on va remplir, comme je le disais dans le dictionnaire error, une clé username. En fait, c'est pour se retrouver par rapport à la donnée envoyée. Donc ici, on va utiliser la même clé, c'est-à-dire l'erreur qui a été capturée par rapport à la clé username envoyée sera le username, le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur doit être... Veuillez renseigner le nom d'utilisateur. Veuillez renseigner un nom d'utilisateur. Veuillez renseigner un nom d'utilisateur. Donc là, le nom d'utilisateur est requis. Donc si jamais il y a false, le username check est égal à false. Ça veut dire que le nom d'utilisateur, le username n'est pas renseigné. Et dans ce cas-là, on va retourner dans le dictionnaire des erreurs une erreur qui aura la clé username avec la valeur veuillez renseigner un nom d'utilisateur. Donc ici, je veux préciser quelque chose. Il y a des cas où on est amené à gérer plusieurs erreurs pour un même champ. Par exemple, pour un champ username, on pouvait avoir un tableau des erreurs. C'est-à-dire, on pouvait avoir par exemple une première contrainte où le username doit être supérieur, doit être au moins égal à 3 caractères. Il doit être peut-être sous un format. Il doit aussi peut-être ne pas exister. Là, ça fait ne pas exister en base de données, bien sûr. Là, ça fait 3 contraintes et on pourra renvoyer un tableau des erreurs se rapportant à username. Donc, dans notre cas, on ne va pas gérer ça pour ne pas compliquer cette formation. Mais dans d'autres formations, si besoin se présente, on va faire ainsi. Donc, ici, on a vérifié le username. On va vérifier aussi if email check égale à false. Ici, on va dire errors. On va toujours utiliser la clé email pour dire que l'erreur se rapporte à la clé email. On va dire veuillez, V en majuscule, veuillez renseigner un email valide. Un email valide. Et on va vérifier en dernière position le password check. Si le password check est égal à false aussi, on va remplir notre tableau d'erreur et on va dire ici l'erreur se rapporte à la clé password et on va dire votre mot de passe ou bien le mot de passe. Le mot de passe doit faire au moins 8 caractères. Voilà. Donc ici, on a collecté les données ou bien on a récupéré les données envoyées par l'utilisateur, ici plutôt via request. L'idée du protocole HTTP est d'envoyer des requests et d'obtenir des responses. Donc, à travers l'objet request, on a pu accéder au dictionnaire JSON pour avoir les différentes clés qui sont renvoyées et pouvoir les valider ici. Ensuite, on va vérifier s'il y a des erreurs et on va retourner à l'utilisateur une réponse. Donc ici, on va vérifier si le dictionnaire errors contient ou pas des éléments. Par exemple, si le username check renvoie false, le errors, ce dictionnaire va contenir une clé username avec cette valeur-là. Donc l'idée, c'est de vérifier ça ici. On va utiliser une méthode propre à Python, if bool. Bool ici permet de vérifier si un dictionnaire ou une liste est vide ou pas. Donc on va dire if bool errors. Je vais vous montrer cela sur Jupyter Notebook. Donc on va dire par exemple data égale à un dictionnaire vide. Et là on va utiliser bool de data. On va exécuter. Là, il renvoie false. Ça veut dire que le dictionnaire ne contient pas d'informations. Par contre, si on a username, par exemple, ici, et avec la valeur Abu, là, dans ce cas, le dictionnaire contient des données et vous devinez que le résultat sera true. J'exécute et là, on a true.
Donc, ça veut dire que si je reviens sur notre code, si notre error, si le bool de error est égal à true, ça veut dire qu'il y a des données à l'intérieur. Dans ce cas, on va faire comment? On va faire return JSONify. JSONify est une méthode de Python. On va l'importer de Flask autant pour moi. On va l'importer plus loin en haut. Donc ici, from Flask, import JSONify. Je vais vous expliquer son utilité. On va revenir ici. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de cette formation, qu'on puisse créer une partie 3 où on va refactorer tout notre code, que ce soit front-end ou back-end. Donc, avoir un fichier volumineux de plusieurs centaines de milliers de codes est susceptible d'erreurs. Donc, on va essayer de scinder cela en différents modules ou blueprints pour facilement gérer peut-être le versionning de notre API si jamais cela est nécessaire. Alors, donc, JSONify permet de retourner un JSON, un format JSON valide. Donc, il va prendre en paramètre un dictionnaire. Donc, on va lui donner un dictionnaire et lui, il va se charger de transformer ce dictionnaire-là sous un format JSON valide. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, false en Python, c'est F majuscule. Par contre, avec du JSON, le false est en F minuscule. Donc, le rôle de JSONify est de faire toutes ces manipulations-là pour retourner un JSON valide. Donc, lorsque vous souhaitez retourner du JSON en utilisant Flask, vous pouvez penser à JSONify. Donc, ici, on va retourner status avec la valeur file et on va retourner exactement file parce que, justement, quand le bool du dictionnaire errors renvoie true, il y a erreur. Donc, on va dire file et là, on aura un message et le message sera échec de l'inscription. Et là, on va renvoyer les errors. Justement, ça sera le dictionnaire-ci avec toutes les erreurs. Et là, je pense que c'est bon. En fait, lorsque vous retournez une réponse de cette façon-là, vous devez retourner un tuple. En Python, un tuple, c'est quelque chose comme A.B. Donc voilà quelque chose qu'on appelle tuples. Vous pouvez regarder les types de données dans Python. Donc on peut également écrire un tuple de cette façon, A, B. Donc l'idée, on aura A qui sera la réponse proprement dite et B qui sera le code de réponse HTTP qu'on a eu à présenter au début de la formation. Donc ici, on a la réponse qui est ici. Et là, on peut faire virgule, le code 201. Ici, j'utilise le code 201 justement parce que j'ai bien expliqué que toute la logique de validation propre à notre API qui est susceptible de renvoyer, d'échouer. Parce que là, c'est un échec lorsqu'on vérifie le username et on voit qu'il ne respecte pas les règles qu'on a attribuées. Ça, c'est un échec de validation propre à notre logique. C'est pourquoi on renvoie 200 pour dire que notre API répond parfaitement. La requête a bien réussi. Sauf que nous, on va retourner la réponse. On va retourner notre JSON avec le statut file pour dire certes la requête du point de vue HTTP a réussi, mais le statut est file du point de vue de la logique de notre application. Et avec le statut, on va tester si c'est file, on récupère le message et les erreurs pour afficher du côté du front-end de notre application. Par contre, s'il s'agit d'une erreur de ressources ou bien d'une erreur propre au serveur, on va retourner soit 400, soit 500. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, si on ne précise rien, par défaut, le return va retourner un code 200. OK, je veux dire else. Ça veut dire que si jamais le bool errors ne contient pas d'erreur,
alors ici, on va retourner, return JSONify. On va retourner à titre pédagogique, on va retourner ici, status, donc status success, et avec le message, les données envoyées sont valides. Donc ici, si jamais il y a erreur, on retourne que les données ne sont pas, l'inscription a échoué, sinon on retourne que les données sont valides. Donc là, c'est juste pour tester à ce niveau si notre endpoint répond. On va voir ici, pour appeler notre endpoint, on fait /register et là, on va préciser la méthode dans un tableau méthode et là, on va dire post. On pouvait préciser aussi s'il y a lieu une autre méthode get. Ça veut dire que la route, comme je disais, la route autant pour moi, ou bien le endpoint register peut être en post ou en get. Donc l'idée ici sera si on a deux verbes HTTP pour une même route, il va falloir que vous fassiez la vérification de la requête en faisant if, par exemple, request.method égale à post. Là, vous faites le traitement s'il y a post, else, vous faites le traitement s'il y a get. Donc, on peut faire de cette façon-là si on a une route qui à la fois renvoie, qui à la fois peut contenir deux verbes HTTP. Mais toute notre route, dans le cadre de notre formation, tous nos endpoints auront une seule méthode. On ne va pas on va pas compliquer, on va essayer d'être le plus simple possible. Donc, à ce niveau, on peut déjà tester notre route avec la méthode post. Déjà, sur le navigateur, je vais ouvrir un onglet. Je vais voir si le serveur est démarré. Ok, il est démarré. Il écoute le port 3500. Donc, je vais faire localhost 3000. Localhost 3500 /register. Et là, ça ne va pas marcher. Vous avez ici méthode not allowed. Donc, la méthode n'est pas autorisée ici. Je vais inspecter. Et là, je vais venir sur network. Bon, je vais lancer la requête. Et là, vous avez register ici. On a fait request URL. On a localhost 3000 register qui a fait un get. Donc, l'idée d'utiliser le navigateur pour tester à chaque fois nos endpoints n'est pas bonne. Raison pour laquelle vous pouvez voir ici que chaque requête qu'on va faire sera en get avec le navigateur. Chaque requête sera en get et c'est pas bon. Donc, on va utiliser Tonda Client pour tester nos endpoints. On vient ici. Et là, voici Tonda Client. Si vous n'avez pas Tonda Client, vous venez sur les extensions. Et là, vous cherchez Tonda Client. Et là, avec un peu de chance, vous avez le premier résultat, Tonda Client. Et vous pouvez donc l'installer. Ok, donc moi, je l'ai déjà ici. Voilà, Tonda Client, je clique ici. Et je vais faire New Request. Et là, on va effacer. On va faire HTTP localhost. Et là, la route register. Pour le moment, on a tous les verbes HTTP ici. On a get, on va laisser. On va envoyer voir. Et là, on a la même réponse qui nous avait été envoyée par le navigateur. Donc, on a notre requête ici et on a le résultat, c'est-à-dire la réponse de l'autre côté avec le header, les cookies, result doc. Bon, ce qui nous intéresse, c'est response. On va faire du post. On va send ça. Et là, on a une erreur, type error, object is not subscriptable. En effet, ici, normalement, avant de faire request.json, il va falloir vérifier si jamais il y a des données dans JSON. Donc, normalement, on devait faire if request.json,
On pouvait faire le bool aussi ici parce que JSON renvoie, je pense, à un dictionnaire. On pouvait faire le bool pour voir s'il y a d'abord des données dans notre JSON. Mais nous, on ne va pas compliquer la logique, mais vous êtes libre de le faire. On va se contenter de revenir ici et d'envoyer tout simplement ces données-là, d'envoyer automatiquement ces données-là, username, email et password. On va l'envoyer dans le body sous format JSON. On pouvait l'envoyer sur XML, en XML et on va l'envoyer en JSON. Donc, on va ouvrir les accolades et on va dire la clé username. Pour cette clé username, on aura la valeur Aboubakar. Pour l'autre clé email, on aura la valeur abou@gmail.com et on aura ici on aura password et on aura ici disons bien reçu. Voilà, donc password bien reçu. Ok, on va envoyer. Et là, cette fois-ci, on a les erreurs. On a 2 erreurs sur l'email déjà. Veuillez renseigner un email valide. Par contre, ici, j'ai un email qui est valide. On va revoir ça. Et le mot de passe doit faire au moins 8 caractères. Bien reçu, c'est combien de caractères? C'est 8 caractères. Ok. Par contre, vous voyez que tout marche bien. On a un message échec de l'inscription avec le statut file. On va revenir ici vérifier nos validations. Username required, ça c'est bon. Email check. Ah ok, ici on n'a pas vérifié l'email. Donc je veux prendre l'email, je remets ici. Je veux prendre le password, je remets ici. Et je reviens ici. En réalité, tout doit marcher. Ok, le mot de passe doit faire 8 caractères. Ok. Password check. Required minimum 8 caractères. 8 caractères. On va revenir bien reçu alpha, par exemple. Et là, je veux send. Le mot de passe doit faire 8 caractères. Qu'est-ce qui ne marche pas? Password check égale à false. Error password. Le mot de passe doit faire 8 caractères. Password. Ah, ok. Vous voyez ici, on n'a pas la même correspondance. Il dit il faut bien faire attention. Donc, on doit avoir passe. Donc, passe ici. Et là, maintenant, on peut revenir même à bien reçu là. C'est 8 caractères. On va envoyer. Et là, on a donc la réponse correcte. Statut success avec le message. Les données envoyées sont valides. Donc, toutes les données envoyées sont valides. Donc, voilà un peu à peu près comment on va s'y prendre pour développer tous les autres endpoints. On va se retrouver à la prochaine vidéo pour compléter notre endpoint register afin qu'on ait quelque chose de fonctionnel.